Jamais contente, hein? Les filles, là, on se critique tout le temps, mais tu vis les cheveux, mais tu... Bon, Bonjour, bienvenue à revuemajulie.com, volume 3 du deuxième tome. Je suis accompagnée d'une femme extraordinaire qui a accompli énormément, beaucoup de grandes choses. Merci, Marguerite Blais, d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. c'est un plaisir pour moi. Marguerite, une jeune fille de Montréal. Oui, je suis née à Montréal, dans un quartier ouvrier à Pointe-Saint-Charles, à côté de Saint-Henri, à côté de Verdun, d'une mère qui était professeure de danse à claquettes. Elle avait été auparavant infirmière, mais elle enseignait la claquette et mon père était poète. Wow! Oui, oui, j'étais comme une gitane. Non, j'ai adoré mes parents. Puis ma mère enseignait dans la maison à une époque. Alors, tous les soirs, il y avait des parents, des enfants, les claquettes, la musique. Moi, j'allais dans ma chambre au deuxième, je faisais mes devoirs, je m'endormais avec cette musique-là. Et ça fait partie de ma vie, ça m'a bercée. Mais la claquette, c'est déjà très intéressant dans un premier temps. Est-ce que vous m'avez appris un petit peu? Ah ben j'ai beaucoup dansé les claquettes pendant des années et des années. Là, je le fais plus, mais je me réserve une petite gêne. Oui, pourtant, c'est vraiment beau. Mais quand j'ai été politicienne en 2007, justement là où je suis née, où j'ai grandi, et je faisais du porte-à-porte. Puis parfois, il y a des gens qui me disaient « Oh, Marguerite, tu veux-tu me faire une coupe de petits pas de claquettes? Oh, Alors, je leur faisais des petits pas de claquettes. J'ai fait ma campagne électorale comme ça. Ah, c'est super intéressant. Oui, oui, oui. Et là, 2007, on n'était pas avec la CAQ à cette époque-là. Non, non, j'étais avec le Parti libéral. J'ai été ministre responsable des aînés pendant 6 ans, près de 6 ans. Puis par la suite, j'ai quitté la politique en 2015. Oui. Et ben, mon mari est décédé. J'ai été proche aidante. Je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Puis c'est très difficile pour les proches aidants de se retrouver après. Il y en a plusieurs qui font des burn-out, qui vont au bout du rouleau, qui ne demandent pas assez d'aide. Ils disent, ben l'aide n'est pas là, mais c'est que on devient très possessif de la personne qu'on aime et qui est malade. Et puis, j'ai écrit des livres entre-temps, pendant les 3 ans. Oui, mais pendant les 2 ans ou les 3 ans après le décès de mon mari, avant de retourner travailler, j'ai écrit Les lieux de mon cœur. Ça a été thérapeutique. Oui, ça fait du bien Oui, d'écrire. ça, là, j'ai écrit ça, puis ça m'a aidé à faire mon deuil. Il y en a qui font partie d'une chorale, il y en a d'autres qui font de la peinture, il y en a d'autres qui font du bénévolat. Mais moi, j'ai écrit, puis ça m'a aidé. Bon, on va dire aussi qu'elle a un PhD en communication, fait que le verbe est facile chez Marguerite. Puis par la suite, ben, j'ai donné des conférences sur les proches aidants. Et puis pendant que je donnais des conférences, je voyais les gens dans la salle réagir, puis il y a des personnes qui pleuraient. Et après, je leur posais des questions. Et ces gens-là se reconnaissaient dans mon histoire. Et c'est ça qui m'a donné le goût d'écrire ce livre-là, de la proche aidance à la bienveillance. Et j'étais pressée de l'écrire parce que je savais qu'il y avait des élections qui s'en venaient. Et ce sont des entrevues que j'ai faites avec des personnalités connues, d'autres pas connues, avec des organismes communautaires. Mais à la fin, dans le dernier chapitre, la conclusion, c'est qu'il faut absolument qu'un parti politique s'engage à déposer une politique nationale des proches aidants. Et comme François Legault a dit oui à ce projet-là, je suis retournée en politique. Et là, fait que de 2015, dans le fond, jusqu'en 2018, on a travaillé sur... Sur les livres, sur les conférences, on a fait le deuil. Un deuil n'est jamais terminé. Non, exactement. Il n'est pas terminé, mon deuil. Ça fait 4 ans que mon mari est décédé. Mais c'est ça. À un moment donné, ça s'estompe. Tu retrouves un peu la joie de vivre. Je suis très contente d'être retournée en politique. J'aime beaucoup travailler avec l'équipe de la Coalition Avenir Québec. Je suis très
j'ai beaucoup de chance aussi que M. Legault m'ait coiffé du titre de ministre responsable des aînés et des proches aidants. C'est une première, ça, dans l'histoire du Québec. Un ministre qui porte le titre de proche aidant. Ça donne le ton que le gouvernement se préoccupe de cette situation-là, de cette question-là, et qu'on a à réaliser de grandes choses pour permettre aux proches aidants d'avoir plus de services, plus d'informations, plus de soutien. Alors, j'y travaille. Je veux juste vous dire que dans ce livre-là, il y a Marina Orsini qui est interviewée par Marguerite. Il y a aussi, attendez, j'ai Isabelle oublié. Maréchal. Oui, Isabelle Maréchal. Mais c'est toutes des femmes. Chloé Sainte-Marie. Oui, elle a fait de la Mamuse, préface. oui, Chloé. Sœur Angèle. Oui, extraordinaire. Oui, Sœur Angèle, c'est particulier. Hein? Son histoire est particulière parce qu'elle a refusé d'être une proche aidante d'une famille. Elle est vénitienne, d'une famille très riche qui voulait lui léguer sa fortune. Mais elle était appelée à devenir une religieuse. Elle est venue au Canada, puis ce couple-là était convaincu qu'elle reviendrait. Là. Il lui laissait une fortune. Mais non, elle est entrée chez les religieuses, puis elle a parti sa fondation pour aider les enfants. Fait que pour moi, c'est une forme de proche aidance, ça. De respecter ce qu'on est, ses capacités, mais elle aide énormément des enfants pauvres avec sa fondation chaque année. C'est très inspirant, hein? Il y a un mouvement rassembleur là-dedans. Oui, puis il y a d'autres organismes aussi, ils ne savent pas qu'ils font de la proche aidance, mais pour moi, ça en est. Tu sais, quand on regarde l'organisme Les Petits Frères, ce sont des bénévoles qui se déplacent à domicile pour prendre un café, pour partager du temps avec des aînés de 75 ans et plus qui sont en situation de vulnérabilité. Pour moi, c'est une forme de proche aidance. Oui. Ou la mission au Brewery, où les itinérants viennent dormir. Bien là, on a changé la façon d'accueillir ces itinérants-là. Ce sont des personnes, pour commencer, des êtres humains. On leur fait un dossier d'intervention. Certaines personnes ont eu des ruptures difficiles dans leur vie, d'autres ont besoin de soins psychiatriques, d'autres de désintoxication, d'autres ont perdu un emploi, donc ils n'ont plus rien, ils sont dans la rue. Et au lieu de seulement leur donner un lit et de la nourriture, de les retourner à la rue le lendemain, on fait en sorte de pouvoir... le but de la mission de Brewery, c'est de fermer ses portes. C'est de faire en sorte que les gens se réinsèrent dans la société, leur trouver un logement, leur trouver un emploi. Fait que pour moi, c'est une autre forme de proche aidance. Si on recule dans votre carrière, là, bon, vous sortez de l'Université de Montréal avec vos certificats en communication, et là, comment ça se passe? On veut faire de la télé? Qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on a bâti cette carrière-là? Là, ben, premièrement, je suis allée à l'Université du Québec à Montréal en 1995. Donc, j'avais 45 ans. Wow! J'ai commencé par faire ma carrière avant d'aller à l'université. Je suis allée au Conservatoire de musique en orgue et en piano. Et par la suite, il y a eu un concours en 1971, Mademoiselle Québec. Je n'ai pas remporté le premier prix, mais à partir de ce jour-là, même si j'étais le deuxième prix du concours, j'ai travaillé dans le milieu des communications. J'ai fait des 45 tours, j'ai fait de la circulation à CJMS, j'ai joué au théâtre des variétés, j'ai fait de la radio, de la télévision. Je pense que j'ai été une touche à tout. Et un jour, à l'âge de 41 ans, il y a un vice-président qui m'a dit que j'étais trop vieille pour faire mon métier. Et ça m'a donné comme une espèce de petit coup de poignard, là, un petit coup très dur. Mais il faut croire que j'ai de la résilience parce qu'au lieu de me replier sur moi-même, j'ai dit « OK, je vais faire autre chose ». Et je suis allée à l'université pour la première fois à 45 ans. Puis j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, mon post-doctorat. Parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, je suis née en 50, les blondes, c'était des cocottes. Et j'avais besoin de prouver que je n'étais pas une cocotte. Et j'avais ce besoin très fort.
Mais aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que j'ai appris à écrire. Je venais de l'oralité. Moi, je travaillais en posant des questions, là, comme vous. Mais quand j'ai commencé à écrire, il fallait que je réfléchisse à ce que j'étais pour écrire. Et c'est merveilleux. Il y a tout un autre monde qui s'est ouvert à moi. Et peut-être que je n'aurais jamais été en politique. Ça m'a donné des outils. Dans la vie, là, on est capable toujours de se refaire. Hein? Ben, en tout cas, c'est un très bel exemple de se refaire parce que là, vous êtes très, très dynamique, très, très dynamique. Et là, aller les projets, aller les voyages. Un matin, on est à Nunavut pour défendre les droits des personnes âgées là-bas. Puis là, après ça, on est là. Ça bouge, ça cartonne. Ouais, oui, ça bouge. Puis je suis capable de le faire. Alors, aussi longtemps que je serai capable de bouger comme ça, les gens me donnent beaucoup d'énergie. Quand je visite des personnes âgées en CHSLD, là, je les touche. J'aime les toucher. 80% des personnes hébergées dans les centres d'hébergement de soins de longue durée sont des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs majeurs. Puis moi, je les touche. Puis souvent, je vois les yeux s'animer, me regarder. Parfois, ils ne sont même pas capables de dire leur nom, mais c'est pas grave. Je les touche. Je trouve qu'on ne touche pas assez souvent, puis de nos jours, encore moins, à cause de tout le phénomène concernant le harcèlement. Si tu touches quelqu'un, comment la personne va interpréter ton toucher? Mais moi, ces gens-là, je les touche et ils m'apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment qu'on fait, puis ça va toucher plusieurs personnes, parce que quand on est ministre, on est conscient des problématiques qu'il y a à toutes les couches de la problématique, finalement. Comment on arrive à passer tout ça, parce que souvent, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, ou c'est limité, ou c'est... Il y a tout le temps des complications, que ce soit d'ordre municipal, fédéral. À un moment donné, c'est comme... Tout devient condensé, puis là, on veut arriver à bouger les choses, mais ça bouge pas vite. Comment on arrive à rester équilibré dans un processus où qu'on aimerait apporter des solutions pour que... Il faut être bien entouré. Il faut avoir des équipes solides. Ici, on est dans mon bureau de circonscription à Prévost. Alors, quand je suis à Québec, j'ai pas d'inquiétude. Parce que je sais qu'ici, là, on gère bien le bureau. Chantal, qui est ma directrice de bureau de circonscription, elle s'en occupe pendant que je suis ailleurs. À Québec, Pascal, qui est la directrice de cabinet, je ne veux même pas savoir comment ça fonctionne avec les employés. Je la laisse faire, puis ça roule bien. Puis je crois qu'il faut faire confiance. On ne peut pas tout régler. Puis il faut savoir choisir ses batailles. Bon. C'est pas vrai qu'on est capable de s'attaquer à tout puis de gagner tout. On ne peut pas. Il faut vraiment, à un moment donné, focaliser sur ce qu'on veut le plus possible. Puis il faut savoir qu'on va être critiqué. En politique, on est critiqué. Tout le monde ne peut pas nous aimer, puis on n'a pas réponse à tout. On est des êtres humains, hein? Si on prend par exemple la problématique des médecins, j'ai parlé avec quelques personnes âgées, puis c'est vraiment l'insécurité. Quand ils n'en ont pas, ça va pas bien. J'ai eu beaucoup de personnes âgées, en plus, que j'ai parlé, qui avaient la même problématique. Puis moi, j'ai 40 ans, puis j'en ai pas de médecin non plus. fait que ça, c'est une problématique qui s'applique pas mal à plusieurs générations, mais ça insécurise beaucoup les personnes âgées. Bon, fait que là, il y a un manque de médecins, mais là, comment qu'on gère ça, là? Ben, ça, c'est Mme Danielle Mécan, hein, qui est la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui a cette gestion-là. Il faut savoir que les médecins, ce sont des travailleurs autonomes. Alors, ils choisissent, en quelque sorte, là où ils veulent travailler. Parce qu'ils sont des médecins, puis autonomes, des travailleurs autonomes. À une époque, pas si lointaine, quand j'étais petite, les médecins, la nuit, le jour, se déplaçaient avec leurs valises, allaient à domicile. Ça a beaucoup changé. Et aussi, ben, il y a de plus en plus de femmes qui sont médecins,
Puis les femmes mettent au monde des enfants aussi. Elles ont le droit de prendre du temps avec leurs enfants. Donc, c'est tout un changement aussi au niveau de la société. Et on vit dans une société vieillissante. Il y a beaucoup plus de personnes âgées actuellement au Québec qu'il y a de jeunes. Donc, force est d'admettre qu'il manque des préposés, qu'il manque des infirmières, qu'il manque des médecins. On est réellement une société vieillissante. Fait que dans le fond... En 2031, là, il va y avoir 180 000 personnes atteintes de maladies d'Alzheimer au Québec. Ça, là, c'est une réalité statistique. Alors, il faut donner de bonnes conditions de travail à nos médecins. Il faut que la ministre de la Santé, Danielle Mécan, est très apaisante. Puis, depuis qu'elle est arrivée, le climat est... Tu sais, ça fait de ça comme ça. Elle est capable de parler avec le collège de médecins. D'ailleurs, elle a réussi là où d'autres ont échoué, c'est-à-dire donner beaucoup plus de pouvoir aux infirmières pour qu'elles puissent aussi poser des actes. Donc, c'est sa façon d'être qui fait une différence. Si tu affrontes les gens dans la vie, tu n'obtiens rien. Puis c'est la même chose parce que des PDG, là, les présidents, directeurs généraux des CIS et des CIUS, on les rencontre une fois par mois. Mais c'est toujours, je pense, dans l'échange cordial qu'on est capable de pouvoir accomplir, puis dans la confiance des choses, puis faire changer la culture. Mais il ne faut jamais que tu affrontes. Ça, c'est très sage, hein? Prenez note de cette belle philosophie-là. Fait que c'est ça, fait que votre ministère a un lien avec beaucoup d'autres ministères. Mais moi, je travaille à l'intérieur du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est la première fois aussi qu'il y a 3 ministres à la santé et aux services sociaux. Il y a le docteur Lionel Carman, qui s'occupe beaucoup des troubles d'apprentissage. C'est un neuropédiatre qui a quitté son travail pour venir s'occuper de ça dans un gouvernement. Il s'occupe aussi de toute l'histoire de la DPJ, du pain sur la planche. Danielle Mécan, qui s'occupe davantage, elle, c'est le soutien à domicile, l'embauche du personnel, les hôpitaux. Moi, j'ai le volet vieillissement actif avec le secrétariat des aînés. J'ai le volet proche aidant et les CHSLD, résidences privées. C'est mon volet. C'est le fun! Fait que personne ne se pile sur les pieds, mais on travaille en complémentarité, puis on s'entend bien. Moi, je dis tout le temps qu'on est les 3 mousquetaires. Mais ça, les mousquetaires de la santé. C'est sûr que les Québécois vont en bénéficier. Puis en plus, il y a plusieurs dossiers qui avancent, comme la légalisation de l'euthanasie pour les gens qui ont l'Alzheimer, justement. Oui, mais ça va avancer tranquillement parce que ça va prendre une consultation. Puis c'est pas si évident que ça. Hein? Il faut aller chercher l'acceptabilité sociale. Il faut que les gens soient en mesure de se sentir confortables avec ça. Ce sont des sujets très délicats. Est-ce que ça serait une manière déguisée de dire, bon, mais je me dévoue à cette cause-là beaucoup pour assurer une certaine sécurité d'une belle vieillesse pour vous? Non, pas du tout. Absolument pas. Moi, je me préoccupe des aînés depuis 1979, quand j'ai commencé à travailler à la radio de Radio-Canada. J'avais une chronique quotidienne qui portait sur les personnes âgées. En 1987, Mme Thérèse Lavoie-Roux, qui était ministre de la Santé et des Services sociaux, m'a demandé de faire partie d'un comité sur les abus exercés à l'endroit des personnes âgées. Wow. On a déposé le rapport en 1989, et en 2009, 20 ans plus tard, je déposais le plan d'action pour combattre la maltraitance envers les aînés, un plan d'action en tant que ministre. Donc, la question des aînés a toujours fait partie de ma vie. C'est une dévotion. C'est pas un rôle de composition, c'est ma mission. C'est une mission que je porte en moi. Et je ne serais pas revenue en politique, n'eût été du fait que M. Legault voulait vraiment faire en sorte qu'on développe la gériatrie sociale, des maisons chez le Carl pour les proches aidants, politique des proches aidants. Et je me disais, je vais me présenter dans ma circonscription, qui est une nouvelle circonscription Prévost,
Et comme M. Legault s'engage personnellement, c'était le chef de la CAQ, à porter ces dossiers, si moi je ne suis pas élue, j'étais convaincue que les dossiers étaient pour cheminer. Mais j'ai été élue, il m'a fait confiance, puis voilà, je porte les dossiers. Ah, c'est le fun. Puis c'est dans la circonscription de Prévost, un des dossiers qui est d'actualité, c'est l'école secondaire. Fait qu'on on aide les ados aussi un peu. Oui, mais là, je pense que le projet chemine très bien. Aux dernières nouvelles, le président de la commission scolaire et la directrice de la commission scolaire m'ont mentionné qu'ils étaient pour mettre au PQI, là, le programme d'infrastructure, l'école secondaire de Prévost. Donc, il y a eu un très grand projet, un très grand cheminement, un beau progrès, parce que le ministre de l'Éducation ne peut pas autoriser une école si la commission scolaire n'inscrit pas le projet de l'école à son ordre du jour, à ses infrastructures financières. Donc, c'est fait. Ça fait quoi d'avoir des victoires dans son cœur? Tu sais, un sentiment de réalisation de personnel, que Colin, il y a quelque chose qui a avancé. C'est pas mon projet, hein. C'est vraiment le projet d'une communauté, là, une grande communauté à Prévost puis à Saint-Hippolyte. Là. Ce sont les familles, là, ce sont les gens qui portent ce projet-là à bout de bras depuis des années. Là. C'est pas mon projet. Moi, je suis seulement une petite courroie de transmission entre le projet. J'y ai cru, j'y crois. Et étant donné que je suis là, M. Legault s'est aussi engagé pour l'école secondaire de Prévost, ben, les astres sont en train de s'aligner, mais ce n'est pas ma victoire. C'est vraiment la victoire des citoyennes et des citoyens de Prévost. Oui, mais à quelque part, c'est qu'il y a un dossier qui avance, là. Oui, ben, ça se fait pas seul, hein? Ça se fait avec un groupe, là. Tu sais, c'est comme une grande vague, là, actuellement, ce projet-là. Je fais partie, je dis souvent que pour faire un collier de perles, ça prend plusieurs perles, mais je suis une des perles du collier. Les autres forment des perles aussi, puis on est en train de faire un beau collier pour avancer l'école. Bon, si on prend la carrière de Marguerite, là, bon, les plus belles perles qu'il y a dans ton collier, ce seraient lesquelles? Les plus belles perles dans ma carrière? Je sais pas. Non. Non. Mais déjà, quand on est assis au micro là, pour Radio-Canada, ça doit être à quelque part. Oui, ma plus belle perle, c'est quand j'ai eu mon doctorat, quand j'ai soutenu ma thèse. Puis là, les membres du jury, là, tu rentres pas dans le sacro-saint des docteurs comme ça, sont partis pour délibérer. Moi, j'étais en attente. Mon mari était là, puis il y avait des gens qui étaient venus entendre ma soutenance de thèse. La nervosité que tu as, puis là, ils reviennent, comme un jury, là. Pareil comme un jury. C'est un jury. Puis là, t'attribues ta note, parce que moi, j'ai déjà assisté à une soutenance de thèse doctorale, là. Puis la réponse a été négative, là. Ça, c'est dur pour quelqu'un. Mais surtout avec tout ce qu'il a investi. Hein? Oui, parce qu'un doctorat, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Mais ça fonctionnait, puis là, j'étais contente. J'étais contente parce que mon papa m'avait dit, c'était tellement important pour lui. J'ai réalisé le rêve de mon papa, puis en même temps, j'ai réalisé mon rêve. Ça, c'est quelque chose d'important dans ma carrière. Autre chose dans ma carrière, ben, mes enfants. Mon mari et moi, nous avons adopté des enfants. OK. Des enfants extraordinaires. On a 2 Péruviens guatémaltèques. On a accueilli une Chinoise du Vietnam, une Iranienne, une Tunisienne. Maintenant, il y a la Tunisienne. Puis les 3 enfants qu'on a adoptés, ça, c'est ma plus belle réalisation. Avant le doctorat, c'est les enfants. Je suis grand-mère 11 fois. Wow. J'ai des enfants qui m'adorent. J'ai mis au monde mes enfants avec mon cœur. C'est impressionnant. Tomber en amour avec des enfants qui viennent d'ailleurs, c'est incroyable comment on est fait, les humains. Ma fille, je l'admire tellement. Là, on s'est parlé encore ce matin. Là, je l'aime tellement. Je la trouve tellement sage. Quand ça ne va pas, j'appelle ma fille, puis on a une conversation d'amis ensemble, puis elle me donne des conseils. Puis
c'est le bonheur. C'est vraiment extraordinaire d'arriver à rassembler toutes ces cultures-là, puis d'arriver à avoir un sentiment de famille. Ça prend énormément beaucoup d'amour, c'est très généreux. Oui, mais c'est de l'amour partagé, hein? C'est de la confiance. Encore une fois, c'est de la confiance. C'est ça la vie, hein? La confiance. La confiance, ça se mérite. Je suis pleine d'admiration dans mon cœur pour tout ce que vous avez accompli. C'est vraiment magnifique, très beau. J'ai pas fini, là. C'est ça, Vous êtes en train de me faire mourir. Ben là. non, mais jusqu'à ici, c'est magnifique. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient, justement? Ben là, il s'en vient, on travaille sur la politique nationale des proches aidants, sur la première politique d'hébergement et de soins de longue durée. On travaille aussi sur les 2600 places qu'on doit développer dans 30 maisons des aînés au cours du premier mandat. 8 maisons Gilles Carle. Écoutez, là, j'en ai pas mal. C'est là-dessus que je travaille. Comment on prend... Bon, la victoire en politique est super agréable, mais quand on débarque aussi, parce que quand vous avez arrêté votre mandat politique en 2017, c'est sûr que vous avez passé ça au niveau du mari, mais c'est quand même, quand on investit beaucoup de son cœur dans sa dévotion politique pour arriver finalement à un changement de parti, ou peu importe les raisons, comment on prend ça? Ben, rendu à mon âge, l'ambition n'est plus la même. Quand tu es plus jeune, tu as l'ambition de ta carrière. Hein? Moi, rendu à mon âge, je regarde ma vie. Maintenant, c'est plus la même ambition. Je suis là pour une cause. Alors, j'ai pas les mêmes attentes. Je dirais que je suis peut-être plus calme, plus sereine. Je sais comment ça fonctionne, un conseil des ministres. Je sais que je me sens à l'aise là-dedans. Je sens pas d'obligation de performer. Mais je sens l'obligation de résultat. Alors, pour moi, il y a une petite différence entre les deux. Je n'ai pas besoin personnellement de performer pour prouver, mais il faut que j'aboutisse aux exigences de mon premier ministre. La première fois que vous êtes rentré à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça vous a fait? Ah, la première fois, c'est comme tout le monde. On est carrément impressionné. On ne sait pas trop qu'est-ce qui nous arrive. Il n'y a pas de livre pour apprendre à devenir député, puis apprendre à devenir ministre. Tu apprends ça sur le tas. C'est impressionnant parce que c'est le lieu c'est la maison de la démocratie. Hein. C'est la maison où on vote des lois, où on dépose des politiques. C'est la maison où on débat des enjeux pour toute une population. Alors, c'est vraiment impressionnant. Comment on arrive justement à faire sa place malgré tous les coups tordus, les insultes, parce que ça parle fort, là. Ouais, mais moi, Oui, c'est mieux. Maintenant. Pour la santé. Oui, c'est ça. Puis quand on arrive justement à déposer quelque chose qui va rassembler les gens aussi, ça doit faire du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur, mais en même temps, on sait que les attentes sont tout le temps grandes. Puis la crainte, c'est toujours est-ce que je suis capable de répondre à toutes les attentes, ça. C'est ça, l'enjeu est là. Tu essaies de faire ton maximum, mais parfois tu peux pas plaire à tout le monde. Alors, l'enjeu est là, d'essayer de faire le maximum avec ce que tu as. Chapeau, il faut être fort, il faut être fait fort. Marguerite, j'ai une petite entreprise, je suis médium de profession, puis j'ai fait des entrevues avec des personnes décédées. Puis je voulais vous l'offrir parce que j'ai interviewé Jacques Parizeau puis René Lévesque. Je me suis dit, probablement, ça allait vous apporter une autre conscience des enjeux du Québec. Qu'est-ce que vous avez vu en moi? Vous voulez qu'on fasse ça, là? Qu'est-ce que vous avez vu en moi, là? Magnifique chakra du cœur avec un beau vert émeraude, mais un petit peu de jaune. Fait que de l'émotion dans le cœur. Fait que juste recadrer l'émotion vraiment pour être davantage plus en paix. Quand même très haute, mais avec quand même des piliers pour vous ancrer dans la terre. Belles ailes d'ange, belle couronne dorée. Il y a un petit peu de déception, mais avec un petit peu de compassion, de pardon, ça se libère. Mais plus ça va, plus vous rentrez dans une belle fréquence or au niveau de votre cœur, puis on voit facilement que les 30 prochaines années, ça va être des belles expériences pour vous. Fait qu'il y a un beau futur que vous êtes femme. Merci.
C'est sympathique, ça? Ben, c'est ce qu'il y en est, hein? Vous avez travaillé fort pour ça. Wow! Wow! Fait qu'il y a un peu Wow! de tout là-dedans. Elvis Presley, Whitney Houston, Marilyn Monroe, Lady Di, Wow! Robin Williams. Donne-le moi. Ah, merci! Ben, je vais lire ça certain parce que... Donne les deux, tiens. Oh mon Dieu, vous êtes trop généreuse! Je vous remercie beaucoup parce que j'ai pas un PhD en communication, mais c'est mon but d'avoir mon talk show télé, d'avoir mon talk show radio, d'avoir ma rubrique dans le Journal de Montréal. Vous êtes très de bonne. continuer avec ma revue. Oh, Vous êtes très merci. bonne. Vous êtes très bonne. Ça ressemble pas aux questions que j'ai envoyées avant, là, mais... Il faut suivre ses feelings. Il faut suivre ses feelings. Mais c'est extraordinaire à quel point la polyvalence de l'artiste en vous, piano, art, claquette, la communication, radio, tout ça, plus tous les projets que vous véhiculez, ça a dû être difficile d'arriver à dire, bon, ben je focus sur ça, c'est ça qui m'appelle, quand on a tellement de talent comme ça, trouver son créneau. C'est comme si on arrivait à des carrefours, puis il y a un chemin qui se présente. C'est ça. C'est ça. Je vais faire un petit peu de claquette. Pas de caméra. Non, pas de caméra. Ah oui, oui, ben oui, c'est pas grave, ça va être juste sympathique. C'est qui? Hey, bravo! Pas facile de faire de la claquette avec des mocassins. Avec des mocassins. Bravo! Ben, Marguerite Blais, merci infiniment pour cette magnifique dévotion qui a touché et influencé plusieurs générations au Québec. Merci infiniment. Vous êtes une sainte femme. Une sainte femme. Je serais déjà rendue. Oui.